Hello à tous, c'est Maxime. On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les entrepreneurs qui l'écoutent. Pour me présenter, j'ai 21 ans, je suis entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Et au quotidien, j'accompagne aussi des entrepreneurs comme vous à investir dans l'immobilier. En effet, j'ai un accompagnement qui aide les entrepreneurs à investir dans leur premier investissement locatif de A à Z et il est garanti au succès de l'opération. Juste avant de vous laisser avec l'épisode du jour, je tenais à remercier Blanc et son cofondateur Simon qui m'accompagnent sur le podcast. Blanc, c'est un compte bancaire qui facilite la gestion financière des indépendants. D'ailleurs, Simon est intervenu lors du 11e épisode du podcast que je vous invite évidemment à écouter après cet épisode et que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Vous êtes aujourd'hui des dizaines d'auditeurs à avoir testé Blanc et à en être pleinement satisfait, à avoir une application qui vous aide sur votre gestion financière au quotidien et je vous remercie d'ailleurs pour les retours que vous nous avez faits. Pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous invite à consulter le site de Blanc, www.blanc.app. On se retrouve à la fin de l'épisode. Bon visionnage! Et on se retrouve avec Étienne. Merci Étienne d'avoir accepté mon invitation. Salut Maxime, merci à toi de m'inviter. Est-ce que tu pourrais te présenter simplement en quelques mots comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis? Ok, très bien. Je m'appelle Étienne, j'ai 27 ans, je suis savoyard et je suis entrepreneur dans l'immobilier. Génial. Écoute, on va revenir sur cette deuxième partie du podcast sur l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ton quotidien? Si on revient quelques années en arrière, est-ce que tu peux nous dire qui était Étienne quand il était enfant, adolescent? Allez, écoutez, je suis né en 1996, j'ai grandi dans un petit village de montagne d'environ 600 habitants, grand maximum. C'est les villages où il y a plus de vaches que d'habitants? Exactement, Ouais. exactement, parce que du coup c'est c'est à Rèche-Beaufort, c'est où on fait le fromage du Beaufort. Donc Ok. pour le coup il y a vraiment plus de vaches que d'habitants. C'est pas une légende. Voilà. Donc une enfance, on va dire préservée de tout ce qui peut se passer de mal dans le monde, puisque j'ai grandi entre les champs et les montagnes, donc une enfant relativement calme. J'ai deux parents qui sont salariés, qui travaillent dans le social, et voilà, j'ai aucun entrepreneur. T'as pas d'inspiration de personnes qui étaient Zéro. entrepreneurs, etc. Zéro. Et bon, on va en parler juste après de comment tu le découvres, etc. Est-ce que tu as des passions, par contre, à ce moment-là, ou des inspirations de métier, des choses qui t'animent au quotidien? Je suis passionné de sport, Ouais. donc j'ai fait beaucoup de sport, que ça soit du ski forcément, j'ai quasiment appris à skier avant de marcher, j'ai fait de la natation en club aussi, et après j'ai fait 14 ans de rugby, Ok. donc le rugby est toujours resté mon Avec des grosses immense valeurs. passion. Ouais, voilà, avec toutes les valeurs que ça Et une passion ça pour amène. le club de Toulouse. Exactement, une grande passion pour le Stade Toulousain. Je dois rater 2 matchs dans la saison au grand maximum. Une très grande passion pour le Stade Toulousain, ça c'est clair, qui m'a été donnée dans l'enfance. Mais voilà, globalement, toutes mes passions tournaient autour du sport et de se dépenser, on va dire. Ok. T'avais des métiers en tête que tu voulais faire? Pas du tout. Tu Ou savais alors pas je du m'en tout? souviens pas. Ouais. Mais honnêtement, j'ai pas eu un métier vocation qui est arrivé. Ça ira aussi dans la suite de mon parcours, mais j'ai longtemps été très perdu et à naviguer sur les bancs de l'école ou sur sur les différentes expériences professionnelles pour un jour arriver à me trouver, mais ça a mis énormément de temps. Donc non, j'avais vraiment zéro vocation plus jeune. Est-ce que t'avais des aptitudes scolaires intéressante ou t'étais juste au milieu pour que ça passe, au Alors, fond, juste à côté du radiateur? La scolarité a été assez, je vais pas dire compliquée, mais assez longue. On m'a diagnostiqué un gros TDAH. Et du coup, mais on me l'a diagnostiqué plus tard. Hein, quand j'étais, tu vois, c'était même il y a 3 mois qu'on me l'a diagnostiqué. Donc en fait, toute ma scolarité, je me suis demandé pourquoi je m'ennuyais autant à l'école. Donc toujours ça passait parce que j'avais des aptitudes, donc je suis toujours passé, comme tu as dit, vraiment à la juste limite, mais ça passait. Et j'ai toujours choisi, si tu veux, des voies de garage, en fait. On m'a toujours dit que j'avais des capacités, etc. Mais moi, je m'ennuyais tellement que, en fait, je voulais pas aller dans des études supérieures. Donc ça a démarré au lycée. Au lieu de faire ce que beaucoup font et ce que les parents aimeraient qu'on fasse, c'est-à-dire ES
ou S à mon époque. Je suis parti en STMG. Par vocation ou parce que tu n'avais pas le niveau? Souvent, on dit que c'est un peu une filière secondaire. Non, ou... moi, c'était vraiment un par choix. vocation Je crois et que choix, alors, on peut pas dire vocation parce Ouais. que c'était un choix de branleur, si tu veux, entre guillemets. Donc, vraiment, ma mère pétait des câbles, mais moi, je voulais pas, j'avais pas envie, je m'ennuyais trop et j'ai dû trouver à l'époque, parce que j'ai toujours été un très bon argumenteur, et j'ai dû trouver à l'époque des arguments pour mes parents pour leur dire écoutez, ça va me convenir, mais au final je savais qu'au fond de moi c'était pour bosser un petit peu moins, tu vois. Et ça, tout le parcours ça a fait ça, tu vois. Je suis parti derrière en BTS alors que j'aurais pu aller dans des DUT, ce genre de choses, parce que le BTS était beaucoup plus simple, et jusqu'après au final me retrouver dans ce que je voulais un peu préférer, une licence banque assurance finance, on en reviendra, mais au final j'ai pris les voies de garage pour arriver quand même à une finalité que les autres qui avaient pas pris la voie de garage sont arrivés à peu près dans la même, si tu veux. Ok. Et à ce niveau-là, donc quand tu étais pareil en bac STMG, BTS, tu te rends toujours pas compte de ce que tu veux faire. Pourquoi tu t'orientes plutôt du coup vers la licence pro banque? Alors c'est assez marrant, j'ai un grand frère et il a fait une licence banque assurance finance. Ok. Il était en alternance en banque et j'avais vu que les alternances en banque, c'était quasiment ceux qui gagnaient le mieux des différentes alternances. C'était dans les 1200 euros par mois, il me semblait. Ok. Et moi, 1200 euros par mois, à l'époque, je me disais, mon c'est alternance, je vais être le roi du monde. Tu vois. Parce que pour en revenir du coup, au contexte familial, je viens d'une famille modeste où j'ai jamais manqué de rien. Par contre, on n'a jamais eu plus non plus, si tu veux. Donc, on nous a toujours inculqué que l'argent que t'aurais, il serait par ton travail que tu mettrais en place. Donc, dès la jeunesse, je me suis dit, il faut que j'aille trouver des voies pour gagner un petit peu d'argent, si tu veux. Et du coup, vu que mon frère avait pris ce parcours-là, j'ai pas été très original, j'ai suivi le même. T'as fait la même chose. Ouais, exactement. En copiant le grand frère. Souvent, on copie soit les parents, soit on fait l'inverse de ce que font les parents, Exactement. soit on copie quelqu'un, un membre de la famille. Donc c'est lui qui t'a inspiré. T'as quoi comme relation avec T'as qu'un frère? J'ai un frère et 2 demi-frères. 2 demi-frères. Et t'as quoi comme relation du coup avec tes frères? Alors, mon frère, on est très proches encore aujourd'hui. On a une relation un peu conflictuelle dans la jeunesse. Il était un peu dur. Donc on s'est beaucoup chamaillé. C'était assez compliqué dans cette relation. On s'est redécouvert un peu plus tard. Aujourd'hui, on a une relation extrêmement proche. Et après, ouais, proche aussi de mes demi-frères. Ok. Assez proche, ouais. Ça marche. Et- Tu en parallèle de sortir de tes études, etc., quand tu commences l'alternance, t'investis dans l'immobilier aussi? Oui. Ou est-ce que tu peux nous raconter un peu ces étapes-là qui te Ouais. font découvrir l'immobilier? Ouais, alors faut que j'en parle pour recontextualiser un petit peu. Alors que je suis toujours en licence, on va dire, j'ai cette appétence de vouloir travailler, mais je sais pas dans quoi. J'ai toujours travaillé dès que j'ai démarré à travailler à l'âge de 15 ans. Parce que justement, je voulais avoir un petit peu d'argent de côté. Donc, toutes les vacances, je travaillais. Mais je vais pas dire que j'avais le parcours un petit peu comme des entrepreneurs qu'on entend dans les podcasts qui disent que moi mes premiers salaires je les ai mis de côté parce que je savais qu'il fallait investir. Moi tout ce que je gagnais je le dépensais. Voilà. Donc je savais que je travaillais à peu près 1 mois et demi, 2 mois dans l'été et il fallait que c'est 1500 euros que je me faisais en gros, fallait que ça tienne jusqu'à 1 an plus tard si tu veux. Et je bossais un petit peu l'hiver, etc. Donc, j'ai toujours voulu travailler et pour gagner de l'argent. Et arrivé en licence, en fait, j'arrive à la fin de ma licence et je me dis, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, j'avais pas énormément d'idées, énormément de choix. Moi, je voulais faire de la gestion de patrimoine. Parce que je m'étais dit, quand je voyais les gestionnaires de patrimoine, je voyais déjà qu'ils avaient un métier qui était très intéressant parce qu'on parlait de placement, on parlait vraiment d'un conseil plus poussé que ce qu'on peut trouver dans la banque classique, le conseiller classique. Mais le schéma classique qu'on m'avait appris à l'école, c'était de faire un master. Et honnêtement, moi, bac plus 3, j'étais au fin fond du fin fond de ce que je pouvais donner au système scolaire. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Ensuite est arrivé le mois de juin 2017 qui a totalement changé de ma vie, puisque en 3 semaines d'intervalle, je perds mon demi-frère et mon père. À 3 semaines d'intervalle. Donc, énorme bouleversement dans ma vie. J'ai à peine 20 ans. Et là, toute ma vie change. Donc, je remets
tout en perspective, tout en question, et ça m'a mis un coup de pied au cul énorme. Donc, j'ai toujours eu une famille où on a eu des décès soudains dans ma famille. Tu vois. Ça a été, depuis mon enfance, j'ai plus fait d'enterrement que de mariage ou quoi. J'ai toujours été habitué à ça, mais jamais sur des aussi proches. Et là, du coup, ça m'a fait prendre conscience de plusieurs choses. Déjà, prendre conscience de la valeur de la vie. Donc, c'est-à-dire que à partir de ça, je me suis toujours dit, il fallait que ma vie soit extraordinaire. Voilà. Donc, je voulais une vie incroyable, que ça soit dans la liberté que je pouvais avoir, dans les rencontres que j'allais faire, et arriver sur mon lit de mort et me dire, peu importe à quel âge ça arrivera, mais arriver sur mon lit de mort et me dire, là aujourd'hui j'ai zéro regret, et cette vie-là, elle a été sensationnelle. Et du coup, j'ai fait le lien, je me suis dit, la liberté, je l'assimile automatiquement à l'argent, parce que tout ce que je veux, c'est-à-dire voyager, vivre des expériences et avoir cette vie extraordinaire, automatiquement, il va me falloir un peu plus d'argent que j'ai aujourd'hui. Voilà. Donc, j'arrive, je sors de mes 20 ans au décès de mon père, j'ai zéro, mon père avait pas d'argent, donc j'ai pas eu d'héritage ou quoi que ce soit. Et là, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je commence à regarder les différentes choses qui s'ouvrent à moi. J'étudie un peu la bourse, j'étudie un petit peu la crypto, j'étudie un petit peu l'immobilier. Et je vois que l'immobilier, c'est la seule chose où je peux lever un petit peu de la dette. Donc, je me dis, on va essayer l'immobilier, quoi. Et c'est quoi ton premier investissement du coup? C'est quoi ton premier projet? Alors, le premier projet, j'étais du coup en gestion de patrimoine, j'étais en période d'essai encore. C'était à l'époque où on pouvait investir n'importe comment, 2018? n'importe où. Ouais, c'était 2018, Ok. exactement. Ouais. C'est l'année de l'immobilier, de l'investissement à 110% quasiment. Exactement. Où les vannes étaient très très ouvertes. Exactement. Donc le premier investissement, alors ça a pas été le plus rentable, mais ça a été automatiquement le plus formateur. J'ai acheté un appartement, un T4 à Albertville. Je suis pas un expert pour me rappeler des chiffres, mais j'ai dû le payer 80 000 euros. Il y avait 80 mètres carrés. Coût de revient total, je dois être à 102, 103 000 euros. Ok. Et je le louais 800 euros par mois. De mémoire, j'étais entre 7,5 à 8% net de renta. Oh. Pas mal. Ouais, Franchement. pas mal. Clean. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire et qu'on ne conseillerait pas pour acheter cet appartement-là. Donc j'avais pas l'apport pour les frais de notaire, parce que moi on m'avait quand même demandé les frais de notaire à cette époque-là. Donc j'ai dû faire des petits subterfuges, etc. J'ai toujours un petit peu surfé sur la ligne pour arriver à avoir mes investissements. Et ça m'a beaucoup servi, ça m'a beaucoup aidé, et j'en serais pas là sans ça. Mais il y a plusieurs fois, j'ai pas été loin de la correctionnelle non plus par rapport à la situation que j'avais, parce que j'ai une très très grande appétence au risque. Et du coup, ça... Tu gérais vraiment ton argent sur le fil du rasoir? Toujours sur ça? Ouais. Et c'est quelque chose qui te suit maintenant ou pas? Ouais, toujours. T'as une meilleure gestion financière? Alors, j'ai une bonne gestion financière parce que j'investis beaucoup, etc. Par contre, en fait, vu que je n'ai aucun problème à être sur le fil du rasoir, volontairement, je peux me mettre sur le fil du rasoir pour des investissements. Mais je me mets jamais sur le fil du rasoir pour du plaisir, par exemple. Mais oui, je peux me mettre sur le fil du rasoir et ça me pose pas de problème. Je pars du principe que j'ai pas d'enfants, j'ai pas de famille. Au pire, il y a que moi qui suis dans la merde, donc réellement, ça me pose aucun souci d'être sur le fil du rasoir. Ok, ça marche. T'enchaînes les investissements ou pas? Tu continues. Donc là, à 20 ans, tu fais ton premier investissement. Donc, premier appartement, une bonne rentabilité. Comment déjà tu le trouves, cet appartement-là, pour recontextualiser sur tes investissements? Tu te formes dans l'immobilier, c'est à l'époque où le début des formations, quand même, en 2018. Tu te formes, tu trouves comment ton appartement? Alors, c'est sur ton secteur à toi où tu habites, ou tu vas un peu plus loin? Alors oui, je me forme, j'ai pris une formation, Christopher Van Gen, on peut le citer, assez connu. J'étais d'ailleurs, je crois, dans ses tout premiers membres de formation. À l'époque, je m'en rappelle, il y avait 200 personnes sur le groupe Facebook, donc c'était ses tout débuts aussi. J'ai plus pris au final cette formation pour me débloquer mentalement que réellement les connaissances que j'ai apprises à l'intérieur, parce que je me suis rendu compte que par ma formation et par
au final, la carrière de gestion de patrimoine que j'étais en train de démarrer, j'avais déjà toutes les connaissances fiscales et je pense qu'à partir du moment où on a vraiment les bases en fiscalité et on sait comment fonctionne un marché, on a fait quand même à peu près le plus dur. Ouais, exactement. Ouais. Et après, il manque souvent chez les investisseurs comme ça de la méthodologie pour trouver une bonne affaire, pour la réaliser et pour la monter, non pas fiscalement, mais plutôt en termes d'investissement. C'est ça. Ou je dirais aussi le passage à l'action aussi. Ouais. Je pense que c'est le plus dur. Le passage à l'action, c'est le plus difficile. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action du coup, toi ? Je te dis, cette appétence au risque où un beau matin, je me réveille et je me dis, bon, là, faut que t'achètes un appart, quoi. Donc, et à ce moment-là, c'est comme si, tu vois, je peux faire un rapport au rugby, tu poses le cerveau dans le vestiaire et t'y vas. Ouais. Donc, moi, c'est vraiment ma mentalité, ça, c'est que je suis un fonceur. Donc, je fais jamais les choses à la perfection parce que quand t'es un fonceur, automatiquement, tu regardes pas forcément tout, donc tu fais des erreurs, etc. Mais au final, tu te rends compte que sur le long terme, t'y allais et le fait d'y aller, ça a toujours été bénéfique. Donc, je fais plein d'erreurs sur cet appart. Je me suis retrouvé à faire une partie des travaux, je m'en rappelle, mais je suis une bille complète en travaux. Je me retrouve à faire toute la peinture d'un 80 mètres carrés. J'avais jamais fait de peinture pour faire des économies. J'achète la peinture à Brico Dépôt, etc. Je me rappelle, je passais le rouleau de peinture là sur le mur. J'avais plus de peinture sur moi que sur le mur. Et j'ai encore des photos où je suis tout blanc de peinture. Et après, il y a eu de l'humidité, il y a eu plein de choses qui allaient pas. J'étais dans un quartier qui était pas ouf, j'ai eu des locataires qui étaient pas ouf. Ça m'a fait vachement peur, etc. Donc, j'ai levé pas mal de peur par rapport à ça et j'ai toujours affronté au final ces peurs. Donc ça a été plutôt bénéfique, ouais. Ok. Et donc, en parallèle de ça, tu deviens conseiller en gestion de patrimoine dans un grand groupe. Et comment ça se passe tes débuts en tant que conseiller en gestion de patrimoine ? Est-ce que tu as pas ce syndrome-là un peu de l'imposteur, de dire, en tant que conseiller, pour vous conseiller sur la gestion des patrimoines de ces personnes-là, il faut potentiellement avoir déjà commencé à investir, à avoir un patrimoine aussi ? Alors, j'ai pas eu vraiment le syndrome de l'imposteur parce que vu que je sortais du décès de mon père, le décès était en juin, j'ai été recruté fin septembre, tu vois, donc ça a été ultra rapide. Ouais. Et en gros, j'étais un peu en mode guerrier à ce moment-là. Donc j'avais un peu peur de rien. Réellement, je m'en foutais de ce qui pouvait m'arriver. Quand on m'a recruté en gestion de patrimoine, donc c'est une grosse société, il y a 800 conseillers, il y avait 800 conseillers à l'époque. Le directeur de l'agence m'a dit, tu vas être le plus jeune recruté en France. Il m'a clairement fait comprendre que j'étais un pari, en fait. Et moi, j'avais strictement rien à perdre parce que c'était un métier où il y avait énormément de commissions. Et je me rappelle que je touchais la même chose le fixe que j'avais comparé à mon ancienne alternance. Tu vois. Ok. Réellement, rien à perdre. On y va. C'est clair. Tu vois. Sauf que, par contre, oui, je connaissais pas vraiment le métier et il fallait quand même avoir ces connaissances-là pour aller gérer le patrimoine de personnes qui avaient le double, voire le triple de ton âge. Les premiers mois ont été assez galères puisque leur système était assez agressif, mais c'était pour garder les meilleurs, dans le sens où ils t'apprenaient tout un script, mais par contre, ils te donnaient pas de clients. Donc c'était soit ton réseau, donc autant te dire que ton réseau à 20 ans, il n'a pas quoi. Il n'existe pas, ou ces personnes-là, ils gagnent que tu gagnes, donc c'est compliqué. Ou après, c'était du démarchage dans le dur, quoi. Okay. Donc j'ai souvenir au bout de 2 semaines que je tapais dans l'annuaire pour taper chercher des numéros de profession libérale ou quoi. Ça c'était galère, ça. Ouais. Et t'arrives quand même, tu réussis à trouver des premiers clients grâce à ça ? Ouais, j'arrive. Au final, je suis plutôt arrivé par rapport au réseau que par rapport au démarchage dans le dur. Okay. Et ce qui est marrant, c'est que des personnes m'ont fait confiance alors que ils avaient le double, le triple de mon âge. Ils étaient chefs d'entreprise et puis moi j'arrivais là-bas et ils me faisaient relativement confiance. Donc les débuts se passent plutôt bien. Comment tu trouves tes premiers clients ? Tu me dis que c'est par ton réseau, mais vraiment, pour être très très clair, c'est comment ça se passe ? Moi, j'ai aucune gêne, c'est-à-dire que j'ai envoyé un message à, je pense, tous mes amis, toutes mes connaissances. Je leur ai dit, écoute, je démarre un métier en conseiller en gestion de patrimoine. Si tu veux, je te fais un audit gratuit où je viens de présenter ma nouvelle activité. Je sais plus comment je le tournais, soit l'un, soit l'autre. Et puis je le présentais à mes amis. Mes amis en parlaient à ses parents, qui en parlaient à des amis. Et puis je me retrouvais à avoir 2-3 rendez-vous, des membres de ma famille, etc.
C'est finalement comme ça que tu as eu tes premiers clients. C'est comme ça, ouais. Et qui a fait que tu as eu tes premières commissions aussi en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Cette Ouais. aventure, elle dure 4 ans. Pourquoi tu arrêtes cette aventure-là et qu'est-ce que tu fais par la suite? Alors, ça se passait très bien. Par contre, j'ai toujours vu que j'étais un peu le mauvais élève, le chat noir un peu de l'agence. On était une quarantaine dans l'agence et puis c'est toujours moi qui posais les questions dans les réunions d'agence, dans les réunions d'équipe, à dire typiquement on me donnait par exemple un Pinel à vendre. Moi je faisais toute l'analyse et je disais mais attendez, là il y a vu cimetière, là il y a l'autoroute qui passe juste à côté, moi je peux pas vendre ça. Et les seules réponses que j'avais c'était oui mais tu sais il y a une direction immobilière et si la direction immobilière elle l'a choisi c'est que forcément c'est un beau potentiel. Et c'était ça un petit peu pour tout, entre guillemets. Même les placements financiers, t'as des placements, c'était de la merde. Et on voulait nous faire croire que ça allait être bien. Et je voyais... En premier, ils évangélisaient auprès de vous le fait que ce soit bien pour que vous soyez convaincant auprès des clients. Exactement. Et toi, t'avais la lucidité d'esprit de te dire non, mais j'ai pas envie de vendre ça à mes clients parce que c'est de la merde. J'ai toujours eu ça. Et ça a démarré sur mes premiers clients parce que quand je suis arrivé voir mes premiers clients, moi, j'avais pas de connaissances financières et des marchés. Donc, je commençais à les acquérir, mais je l'avais pas. Je les connaissais pas forcément les fonds, etc. Et du coup, on nous donnait une préconisation de fonds dans cette entreprise où on nous disait respectez cette préconisation. C'est la préconisation, encore une fois, qui est mise en place par la direction financière. J'ai jamais autant perdu d'argent pour mes clients que quand j'ai respecté cette préconisation. Donc au bout d'un moment, ça m'a saoulé et ça a commencé à me mettre la puce à l'oreille quand on parlait de placement financier sur le long terme, mais la préconisation, elle changeait tous les mois. Mais c'est pas possible, on changeait de fonds tous les mois. Comment tu veux mettre en place Donc au bout d'un moment, je me suis focus, je me suis dit, écoute, je vais étudier tous les fonds. J'ai trouvé 3 ou 4 fonds, peut-être 5, pas plus, qui me plaisaient bien, où je connaissais les narratives, et j'envoyais tous mes clients dessus. Voilà. Et puis au final, c'est là que j'ai eu les meilleurs gains. Et donc j'avance dans le truc, au bout d'un moment, je fais que de me dire, non mais c'est pas possible, ça m'énerve, j'en ai marre aussi de devoir rendre des comptes à des gens, j'en ai marre, je fais tout le boulot, je dois choper 1% de commission quand tout le système pyramidal au-dessus est payé, etc. Mais à ce moment-là, j'ai toujours pas le truc à me dire faut que je sois entrepreneur, parce que zéro entrepreneur dans mon entourage. Je savais juste pas quoi faire. Non. Et en fait, ce qui a commencé à me mettre la puce à l'oreille, c'est que j'ai plusieurs clients, ils me demandaient bon Étienne, on a un super lien avec toi, on voit que tu t'y connais bien en immobilier, sauf que nous, on veut pas faire du Pinel, on veut avec pas du faire, cimetière. Voilà. On veut pas faire de la résidence étudiante, on veut pas faire de la résidence senior. Comment on fait pour investir dans l'ancien? Moi, j'habite à Annecy, je veux acheter un appartement à Annecy. Donc, je leur donnais un peu 2-3 conseils, etc. Mais le problème, c'est que déjà, j'étais pas rémunéré là-dessus parce que j'étais pas rémunéré au conseil. Et tout ce que je leur disais, au final, ça allait contre mon propre chiffre d'affaires. Mais je le faisais. Et au fur et à mesure, ça pousse dans ma tête. Et là, je vois un jour une société qui fait de l'immobilier locatif clé en main. Je me dis, putain, mais c'est pas con cette idée. Et je me rappellerai toujours. J'appelle mon meilleur ami, Arnaud, qui lui était déjà entrepreneur et marchand de biens, le seul entrepreneur d'ailleurs que je connaissais. Et je l'appelle, c'était un vendredi après-midi. Il faisait beau, je me rappelle, j'avais vu sur le lac d'Annecy. Et là, je lui dis... Arnaud, j'ai une idée, viens on monte une société de l'immobilier locatif clé en main, donc moi je peux faire toute la première approche fiscale patrimoniale, derrière on a tout le réseau d'artisans, j'ai trouvé une société d'ameublement qui pouvait nous livrer les meubles, on connaît les banques, on a juste à monter le dossier bancaire pour les clients, et on trouve des apparts pour les clients, mais on se focus sur Savoie de Savoie. Mais sans prétention, hein, sans dire qu'on va faire une société énorme. On s'était juste dit, vas-y, viens, on fait ça. On essaye de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires et puis au moins ça nous payera à peu près. Et puis voilà. On démarre ça. Donc, pareil, je redémarre à envoyer des messages à tous mes contacts en me disant, j'ai une nouvelle idée, je veux mettre ça en place, etc. Et là, tout de suite, pas mal de retours. Ok. Je fais, putain... Arnaud, il faisait quoi comme activité avant et pourquoi s'associer tous les deux? C'est vraiment parce que c'est un ami ou il y avait des synergies communes business? Donc il était marchand de biens. Et là, j'ai eu le syndrome de l'imposteur du
de l'entrepreneur. Ouais. Dans ma tête, en fait, j'avais aucun manuel pour savoir comment être entrepreneur. Et en fait, je me suis dit, je vais m'associer à un entrepreneur, comme ça, il va m'aider. Bon, réellement, avec le recul, j'aurais pu y faire tout seul aussi. Ouais. Bon, ça a été une super aventure avec lui, etc. Donc, ça, aucun regret. Mais c'était vraiment l'aspect, alors, comment on fait pour devenir entrepreneur? Je vais voir qui? Je fais comment? Est-ce qu'il faut que j'ouvre un compte ça, on nous bancaire? l'apprend pas à l'école. Hein. Non, Tu vois, mais c'est terrible. Et même en études sup, etc., on nous l'apprend pas. Hein. Ouais, je connaissais... Comme si le secret devait être un peu gardé. Ouais, ou c'était pas de notre monde, tu vois. C'était... Donc moi, je savais pas qui aller voir, etc. Je savais pas à quoi ça servait un expert comptable. Je savais pas quel bon expert comptable pourrait me rencontrer. Je savais pas qu'il fallait faire un business plan à la banque. Je croyais que j'allais toquer à la banque et je leur dis ouvrez-moi un compte et qu'ils allaient m'ouvrir un compte. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Et au final, franchement, j'ai eu l'idée, je crois, fin octobre. Un mois après, On est en quelle année là? Attends. 2020, fin 2020. Ouais. Fin 2020. Ok. Je fais les premiers projets en sous-marin et j'immatricule la boîte le 10 janvier 2021, quelque chose comme ça. Ok, ça marche. Ouais. Et donc là, donc cette boîte de clés en main locatif, vous faites combien de projets? Ça dure combien de temps? Ça dure à peu près 1 an et demi, je pense. On fait peut-être 25 projets, 25-30 projets. Ouais. Et pourquoi arrêter? C'était quoi le fait que... Qu'est-ce qui se passe pour que vous arrêtiez l'activité? Alors, pas mal de choses. Premièrement, le marché a commencé à se retourner à ce moment-là. Donc, sortie de Covid, tous les prix ont explosé. Donc, ce qui est plutôt pas mal, c'est que tous les projets que j'ai fait de mes clients, ils ont tous eu des beaux projets et avec une belle plus-value. Sauf que là, on commençait à galérer de plus en plus pour trouver des projets. Et vu que Arnaud, il est devenu promoteur immobilier, donc il avait beaucoup moins le temps de s'en occuper. Donc en gros, c'est moi qui m'occupais à 100% de la société, mais lui, il amenait un peu des clients et des biens, donc ça se passait bien. Et du coup, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le ratio chiffre d'affaires emmerde, parce que la gestion des travaux, elle était monstrueuse, et j'avais un plafond de verre que je n'arrivais pas à dépasser concrètement par rapport au nombre de projets que je pouvais faire, etc. Je me suis dit, bon... Là, il y a peut-être quelque chose à faire différemment. Et vu que j'avais pris cette fameuse carte T, parce que j'avais le droit à la carte T quand j'ai monté la boîte, pareil, quand on a monté la boîte, l'immobilier locatif clé en main, on savait pas vraiment comment c'était légiféré, et les avocats savaient pas. Donc, en fait, ce qu'ils nous ont dit, c'est prenez le maximum de choses. Donc on s'est retrouvé à prendre une carte T, une garantie financière, toutes les RCP, etc. Donc on s'est retrouvé à prendre plein de choses. Vous faisiez la gestion locative ou pas? Non, ça on déléguait totalement. Okay. Et même au final, on a aussi arrêté parce que au bout d'1 an et demi, notre assurance revient vers nous et nous dit bon les gars, j'arrive pas à vous assurer sur les travaux. Comment ça et tout? Elle nous dit à partir du moment où vous mettez en contact un client avec un artisan, bien sûr, vous êtes assistance maître d'ouvrage. Ok, ça coûte combien assistance maître d'ouvrage? Elle commence à nous dire des chiffres, c'était 30% de notre chiffre d'affaires, le truc. J'ai dit, non, mais vous êtes malade ou quoi? Donc, mais par contre, on a vu le risque. Parce que c'est pareil, l'entrepreneur, il part billet en tête, et puis d'un coup, t'es rappelé par la patrouille à te dire, waouh, et là, tu réfléchis, tu dis, oh putain, attends, ça peut être du pénal, ça peut être mal. Waouh. Donc là, on plie sur le frein aussi. Et Arnaud, qui devient promoteur, me fait rencontrer Fabien, que t'as eu ce matin. Bien sûr. Et Fabien, donc brillant entrepreneur, qui me prend un peu sous son aile, qui devient un vrai mentor pour moi, où on noue une relation incroyable. Et tous ensemble, ils commencent à me dire ouais, bon, Étienne, t'es un super commercial, tu t'occupes super bien des clients, ça te dit de vendre un de nos projets. On a un projet dans l'ancien, c'est assez compliqué à vendre parce que c'est une ruine, donc les agences immobilières, on n'y croit pas trop, etc. Il faut quelqu'un qui arrive à projeter les clients, qui a une bonne relation avec. Je leur dis, bon, vas-y, j'essaye, hein, pas de souci. Et là, donc j'avais 22 lots, je vends les 22, tu vois, assez rapidement, sachant que c'était dealé comme ça. Ils m'avaient dit qu'au bout de 8 mois, ils allaient ouvrir à une autre agence locale aussi, peu importe... jamais méchamment, pas parce que tu fais un mauvais travail, etc. Mais c'était dans les deals qu'on allait ouvrir pour avoir plus de contacts. Et vu que c'était à l'époque un marché qui était assez fluctuant, on faisait beaucoup de ventes, d'un coup ça se calmait, après on faisait beaucoup de ventes, on était rentré à un prix qui était assez cher. Donc ils rentrent à une nouvelle agence locale, et l'agence locale, ils en ont vendu 0, et j'ai tout vendu, tu vois. Et à chaque fois, en fait, qu'ils m'ont donné un dossier, je les ai torpillés, les dossiers.
Donc au fur et à mesure, j'ai vu là que ça commence à rentrer pas mal de trésors. Hop, à chaque fois par projet, tu as entre 100 et 150 000 de CA. Donc tu vois, ça marchait plutôt bien. Donc là, je me dis, vas-y, je me focus à 100% là-dessus. Donc société de commercialisation, recherche foncière pour promoteur marchand de biens, au final quasiment avec un interlocuteur unique. 80% de mon chiffre d'affaires a été fait par eux. J'ai dit, vas-y, on y va. Je commence à faire des beaux dossiers en plaine, en montagne, etc. Donc c'est toi qui trouves les projets aussi, qui trouves les terrains, qui trouves les bâtis à surélever, peu importe, à diviser, à réhabiliter, etc. Et après, tu t'occupes de commercialiser, voire même pré-commercialiser, parce que dans la plupart des projets, évidemment en promotion ou en marchand de biens, on pré-commercialise. Donc, tu t'occupes de toute la partie recherche, donc acquisition et commercialisation des projets. Exactement. Et eux s'occupent évidemment du montage financier, fiscal, etc., l'opération. Ce qui fait que tu n'as pas de plafond de verre, toi, de ton côté, de te dire, je pourrais faire qu'une petite opération. Tu n'as pas de risque lié à l'opération et tu as un montage finalement qui est intéressant parce que tu es quand même les mains dans le cambouis. T'es dans l'opération. Exactement. Moi, ça me convenait vraiment bien parce que je pouvais tout suivre le dossier de A à Z. Ouais. Donc, je trouvais ça super enrichissant d'être vraiment dans le métier un petit peu de promoteur et de marchand de biens. Mais en effet, on m'enlevait ce risque que de toute façon, je ne pouvais pas vraiment prendre parce que j'avais pas la capacité financière d'aller sur les projets parce que eux, ils allaient énormément aussi à fonds propres et moi, j'avais pas du tout cette capacité-là. Et à cette époque-là aussi, je savais pas qu'on pouvait faire des projets de marchand sans forcément avoir une énorme capacité financière. Donc ouais, c'était plutôt cool. C'était vraiment sympa. Donc ça m'a emmené jusqu'à à peu près octobre 2023. Ok, donc pendant 1 an et demi aussi encore ? Ouais, pendant 1 an et demi encore, sachant que pendant un moment, je cumulais les deux, si tu veux. Je faisais à la fois le locatif clé en main, à la fois les projets, etc. Donc ça m'emmène jusque-là. Et là, 2023, très challengeant. Marché compliqué, hein. On arrive sur un marché où pour les investisseurs, ils attendent un petit peu, ils sont pas non plus pressés d'investir. Il y a les taux qui réaugmentent et puis non pas ces conditions-là financières, je trouve, qui sont compliquées, mais je trouve qu'on a un marché inquiétant, un marché où on n'est pas serein. Pour les personnes qui investissent, pour les particuliers. Et nos clients aujourd'hui, c'est les particuliers, c'est les primo-investisseurs, etc. Mais eux ne sont pas confiants dans le marché immobilier actuel. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, on a eu le phénomène déjà par rapport en station. Par exemple, l'hiver dernier, j'ai eu une commercialisation en station. Et la montagne n'avait pas encore été impactée. Okay. Donc ça se passait encore bien. Les prix n'avaient pas du tout baissé. Les acquéreurs étaient encore là. Et là, d'un coup, on a cette fameuse hausse des taux monstrueuse arrivée en 2020, enfin jusqu'à fin 2023. Sauf que le problème, c'est que peu importe ton marché, quand t'as un promoteur qui te dit faut vendre un programme, il faut vendre un programme. Et là, d'un coup, moi, à chaque fois, j'essaie d'analyser qui va être ma cible, à qui je vais pouvoir vendre, etc. Et en fait, je regarde ma cible, sachant qu'en montagne, on est sur des gros prix au mètre carré. Je dis, mais attends, la cible en montagne, c'est des personnes qui veulent de la résidence secondaire, généralement, ou de l'investissement locatif. C'est-à-dire qu'on est un peu dans l'immobilier plaisir. D'accord ? Donc l'immobilier plaisir, qui se fasse en 2023 ou 2024, t'es pas sur des personnes qui sont dans la rapidité d'action. Donc là, je me dis, attends, t'as des taux qui sont entre 5 et 6%, t'as un contexte économique qui est compliqué, mais les acquéreurs, ils vont pas venir. Ils vont se dire, en fait, plutôt que d'y faire cette année, je vais différer et je vais y faire l'année prochaine. Si tu veux, cet immobilier plaisir, c'est pas vital que je le fasse cette année. C'est exactement ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc on a une année mais catastrophique au niveau commercialisation cet hiver. Donc, comment vous vous êtes adapté à la situation, c'est-à-dire en adaptant vos prix, en modifiant peut-être les appartements, en les réduisant en taille pour que ça s'adapte un peu plus au marché. Comment vous avez fait pour survivre dans cette période-là ? J'ai envie de te dire, t'as des moments où tu peux pas t'adapter. Ouais. Malheureusement, quand c'est sur des gros projets, tu peux pas t'adapter parce que t'avais déjà des marges promoteurs qui étaient quand même très limitées, qui étaient faibles avec le coût du foncier, le coût de construction, etc. Donc en fait, tu te retrouves, t'as 0 marge de manœuvre. Donc oui. Y a pas de solution. Non, réellement, on est arrivé dans un moment où on n'avait pas de solution. Donc on a tout fait au niveau de la commercialisation pour que ça soit bien, au niveau du digital, etc. On avait des belles plaquettes, on avait des vues 3D, etc. Des vues immersives, on avait tout fait, une bulle de vente, etc. pour être proche dans la station, d'être proche des clients.
Donc, on a tout fait. Et en fait, à part, oui, réduire ou augmenter un appartement, ça pouvait être fait. Sauf que quand t'as pas d'acquéreur, t'as rien à faire, en fait. Ouais, non, c'est Et clair. j'ai envie de te dire, tu peux bouger sur le prix, mais quand tu bouges sur le prix, c'est aussi que t'as une personne en face qui est prête à te faire une offre. Évidemment. Si t'as personne qui est prêt à faire une offre, voilà. Mm. Donc, en fait, ce qui a sauvé à peu près les meubles, c'était que moi, je bosse avec des petits promoteurs, et les petits promoteurs, vu qu'ils ont plus de trésor un petit peu, ils peuvent se permettre de porter un peu plus un projet. Ok. Donc, en gros, ton projet, tu peux un petit peu le mettre en sous-marin le temps que ça reparte, tu vois. Donc, pour pas mal de projets, ça a fait ça. Sauf que moi, ma trésorerie, là, elle commençait à être bouffée. Et l'année 2023 a été très challengeante parce que c'est du coup, au début de l'année, on s'est vu avec Arnaud et on s'est dit, bon, lui, il était à 100% dans la promotion, moi, j'étais à 100% dans la société. Tu continues à travailler avec lui sur la partie promotion, c'est-à-dire que pour commercialiser ses biens et tout. C'est ça, mais lui, il avait encore des parts dans la boîte. Ok. Il avait encore 50% des parts. Donc là, je lui dis, non, on avait déjà fait, j'avais 60, il avait 40. Donc là, je lui dis, logiquement, tous les deux, on s'est dit, moi, je vais racheter 100% des parts de la boîte. Et puis, toi, tu pars à 100% dans la commercialisation. Donc, il me dit pas de souci et tout. On se met d'accord sur un montant, mais le montant, quand même, était assez élevé. Et du coup, sauf que c'était début 2023, moi, je savais pas ce qui m'attendait derrière. Donc, en fait, cette année 2023, je me retrouve avec un rachat de parts, avec des investissements assez conséquents dans 2-3 clubs d'affaires, etc. Et là, j'arrive fin d'année 2023, putain, je regarde la trésor, je regarde ce qui arrive, je vois un prévisionnel énorme, mais tout qui se décale, des refus de permis, des permis de... Putain, un refus de permis, ta commercialisation, elle est refaite dans 6 mois, tu vois, 8 mois. Et là, je me dis, putain, alors attends, t'as fait un système qui était très bien parce que t'arrives à chaque fois à planifier combien tu vas avoir de chiffre d'affaires, parce que quand je rentre un projet, je sais que si j'ai 100% de la commercialisation et que je vends 100%, je vais avoir tant. Sauf que tout, en fait, prend 6 mois, 1 an à être payé. Là, je me dis, c'est simple, si tu changes pas de stratégie, dans 6-8 mois, t'es banqueroute. Mais fini. C'est dur, en fait, à vivre ça, parce que quand t'as une réussite entrepreneuriale où tu dis, ça marche bien, le marché ne s'adapte pas et n'arrive pas à clairement œuvrer pour que ça se passe bien malgré les efforts que tu mets en place. Comment tu le vis toi personnellement dans cette situation-là où, très dur. Où tu passes d'une réussite financière intéressante à avoir de l'avance de trésorerie, à bouffer cette avance-là de trésorerie-là et j'imagine avoir des mois où tu te dis comment je vais me payer, quoi. Comment je vais vivre. Très dur, puisque en plus, vu que c'est toujours la loi des séries, le patrimoine perso que j'avais, je l'ai mis en intégralité quasiment dans une opération d'achat-revente en résidence principale. Donc je me retrouve à des moments où même en perso, je suis lisse, tu vois. Donc là, c'est dur parce que t'essayes de te remettre en question, mais à la fois tu bosses comme un taré, donc tu peux pas te dire ouais mais t'es les pieds en éventail, t'aurais pu faire mieux, etc. Tu bosses très dur. Tu sais que t'as des projets. Tu sais que ces projets, ils vont être un jour payés, parce que dans tous les cas, c'est des beaux projets, etc. Donc, tu sais que ça finira par se vendre. Sauf que, en fait, tu fais ton analyse, tu te dis, putain, à un moment, t'es à zéro. Et moi, si je suis à zéro, il n'y a personne qui va me sauver. Hein. Non, c'est clair. Donc, je sors. Donc là, je me dis, la seule solution, c'est focus, il faut trouver du cash rapidement. Et changer de stratégie. Ok. Et donc, toi, tu t'adaptes finalement à ton marché. On est en décembre 2023. Qu'est-ce que tu prends comme virage? Qu'est-ce que tu choisis de faire? Alors déjà, comme virage, j'essaye aussi de repartir dans l'ancien. Donc déjà, trouver un peu des biens dans l'ancien. Donc je commence à rentrer 2-3 biens dans l'ancien. Ça me fait quelques petites ventes qui me permettent un petit peu de faire rentrer un petit peu de trésor. Mais après, je me dis qu'il faut changer globalement la stratégie. Parce que d'être avec un promoteur unique, donc c'était super intéressant, mais quand j'analysais en fait mon travail au quotidien, je me suis rendu compte que j'avais du travail qui était au-delà de la commercialisation et qui au final ça me faisait une perte de temps, mais pas un gain d'argent. Donc j'en faisais trop en fait pour un commercialisateur. Donc c'était vraiment apprécié de mes partenaires, mais j'en faisais trop pour là. Donc je me suis dit, ça déjà, on va changer. Donc, je vais vraiment me focus que sur la commercialisation. Et après, ce temps que je récupère, je vais la trouver sur autre chose. Donc là, j'essaye de sonder mon marché et je me suis dit, bon, la seule chose que je peux faire actuellement, parce que peu importe ce que je rentre en mandat, de toute façon, ça se vend pas. La seule chose que je peux faire actuellement, c'est faire du réseau.
Donc, j'en reviens au final à ce que j'ai commencé à faire à 20 ans. J'ai 27 ans aujourd'hui. Ça fait 7 ans que je fais du réseau. Mais là, je me suis dit, je vais faire un réseau plus qualitatif. Donc, j'essaye vraiment de rentrer, que ce soit des partenaires ou des clients de qualité. Mais sans attendre en retour, en me disant au final, vas-y, il faut que je rencontre des gens. Et c'est vrai que j'ai cette qualité pour faire pas mal du réseau. Et j'arrive à rencontrer des personnes super intéressantes, que ce soit des nouveaux partenaires ou des nouveaux clients. J'arrive à faire 2-3 affaires. Ça arrive à faire repartir un petit peu la machine. Mais toujours quand même un petit peu des complications. Et là, je me dis, bon, au final, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux ? Et je vois que tout le monde est en fait, toutes les agences immobilières ou les sociétés de commercialisation, elles ont beaucoup de biens, mais elles n'ont pas de clients. Je me dis, bon, ça sert à rien d'aller prendre des mandats, il faut que je fasse une société qui tourne autour du client. Donc, comment trouver des clients ? C'est là que j'ai vraiment réfléchi. Donc, il y a le réseau que tu peux te faire toi, mais il y a aussi les partenaires que tu peux avoir. Et c'est là que me vient l'idée de rentrer en contact avec des cabinets de CGP ou des cabinets de gestion privée. Parce que quand tu analyses la chose, ils se retrouvent dans une situation qui est un peu compliquée. Il y avait 80% de leur chiffre immobilier qui était fait par le Pinel, concrètement. Ouais. Donc, tous les cabinets CGP et les promoteurs sont gavés avec le Pinel. Sauf que le Pinel s'arrête à la fin de l'année. En plus de ça, il a plus très bonne... il n'y a plus beaucoup d'opinions. Il n'y a pas une belle image. Voilà, il n'y a pas une belle image par rapport à ça. Et le même système que je disais par rapport à l'immobilier montagne, si c'est passé sur l'immobilier de défiscalisation, quand tu as des taux qui sont à 5-6%, t'as plus personne qui va dessus. Non, c'est clair. Donc, les CGP ont quasiment abandonné l'immobilier. Okay. Ils en font plus. Ils font que du financier ou... Ils font beaucoup de financier. En plus, le financier payait très bien. Et payait encore très bien. Quand tu te retrouvais avec des placements obligataires sans risque qui étaient à 5-6%, qu'est-ce que tu vas te faire chier à faire un projet immobilier, attendre 2 ans, gérer un locataire, machin. Enfin, il n'y avait plus d'intérêt pour personne. Sauf que aussi, quand tu pousses l'analyse, un CGP, c'est un des personnes du B2C qui a la meilleure relation avec ses clients. Parce que déjà, légalement, il est obligé de le voir une fois par an. Il connaît tout son patrimoine. Et s'il est bon, il est force de proposition aussi. Il a l'habitude de faire des propositions à ses clients. Donc là, je me suis dit, il y a quelque chose à jouer avec cette clientèle-là, de leur amener un nouveau service. Ouais. Donc c'est là que je commence à rencontrer plusieurs CGP, comprendre leurs besoins, des cabinets de gestion privée, etc. Et on commence à bâtir un petit peu plusieurs offres. Donc une première offre, résidence secondaire. Donc à dire toute leur clientèle haut de gamme, s'ils ont des besoins de résidence secondaire dans les Alpes, je leur trouve quelque chose vraiment sur un lien personnalisé, je m'occupe de tout. Donc plutôt mandat de recherche. Mandat de recherche, ouais. Okay. Mais toujours à vendre, et c'est toujours ce que j'ai fait, je sais pas si tu as vu depuis le début, j'ai jamais utilisé moi le terme agence immobilière. Ouais. Toujours société de commercialisation ou des termes comme ça. Et c'est comme ça que je gagne en fait le plus de biens. Pourquoi ? Parce que moi je veux être vu comme un réel chef d'entreprise. Ouais. Et tout ce que ça implique. Je suis un entrepreneur, je suis pas un agent immobilier. Donc tout ce que je mets en place, c'est pour ma société, pour qu'elle grandisse et pour que mon client il soit satisfait. Donc ça va avec toute ma vie et toute la résilience que j'ai toujours eue dans ma vie, c'est que quand j'ai un dossier, je vais le pousser vraiment jusqu'au bout et je vais vraiment tout mettre en place. Donc, et ça a bien marché. J'ai vraiment remporté des dossiers par des sociétés qui me disaient, moi je veux pas mettre en agence, je veux un vrai chef d'entreprise. Okay. Donc c'est pour ça. Donc ça marchait bien. Donc je disais à mes CGP, vous allez avoir un vrai chef d'entreprise pour gérer vos clients. Deuxième offre qu'on mettait en place avec tout mon catalogue de marchands là, mes contacts de marchands. Je suis allé tous les voir. Je leur ai dit pareil, vous êtes un petit peu pas très bien pour la commercialisation. Moi, je commence à avoir des clients, vous avez des biens. Est-ce qu'on peut pas se mettre autour de la table pour trouver une solution ? Et du coup, on trouvait des solutions, on a commencé à mettre en place ça. Ton marchand, il a un immeuble. Toi, tu as le client. L'immeuble, tu sais qu'il y a une rentabilité derrière. Donc, tu dis à ton marchand que tu vas lui amener des clients. Sa pré-commercialisation, elle est faite. Du coup, lui, il est content avec sa banque, ça se passe bien. Et du coup, il va bâtir une offre personnalisée pour le client. C'est-à-dire que le client, il va acheter le prix du foncier, okay, avec frais de notaire sur le prix du foncier.
le marchand de biens, il va faire tous les travaux, mais sauf que le contrat de travaux, tu le fais au nom du client. Et ça permet derrière que le client, il ait déjà une grosse base de défiscalisation. Donc, soit pour aller faire un projet en LMNP, soit pour aller faire du déficit foncier ou quoi. Ouais. Et c'est là que c'est intéressant parce que tu te rends compte qu'un particulier qui veut investir dans l'immobilier, il a deux choix. C'est soit il achète quelque chose à rénover, mais il faut qu'il se fasse les travaux, et honnêtement, il n'y en a pas beaucoup qui veulent se le faire. Non. Soit il achète quelque chose qui est déjà rénové, et à ce moment-là, bah, tu n'as aucune base de défiscalisation, et automatiquement, tu vas commencer à payer Grave de l'impôt. grave de l'impôt. C'est clair. Ok, et donc du coup, tu t'es adapté sur ça, et aujourd'hui, tu proposes des projets plutôt, donc ça s'appelle de la VIR, hein, c'est clairement le même principe, sauf que la VIR, c'est celui qui porte l'opération et qui fait les travaux. Oui. Là, j'ai l'impression que c'est limite, pas une notice, mais c'est des travaux chiffrés sur devis et qui vont être au nom du client. Donc c'est le client qui va souscrire à ces travaux-là. Ok. Donc c'est juste des devis qui ont été faits pour la commercialisation. C'est ça. Et après on part sur pour limiter aussi le risque, on part sur des plus petits appartements. Ok. Tu vois, parce qu'il faut être sûr de son marchand. Ouais. Tu vois, parce que et il faut être sûr aussi des artisans, parce que vu que c'est le client qui a le contrat, même si bon, t'es protégé contractuellement en France, hein, mais il faut être sûr de la chose. La VIR cadre quand même beaucoup plus. Donc la VIR, elle va être mise en place pour des vrais gros projets. Là, on parle à chaque fois de petits projets d'appart à 100, 120 000 euros si tu veux, donc des produits de rentabilité. Et du coup, tu vends un produit clé en main de rentabilité à ton client et tout le monde est content. Donc la VIR, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est la vente d'immeubles à rénover et qui se fait. Donc c'est une méthode où on peut faire payer au client les travaux et le prix du foncier sans avoir fait les travaux. C'est un peu comme la VFA du coup dans le neuf. Là, la VIR, c'est la même chose dans l'ancien où il y a des petites complexités, où il faut prendre des assurances, etc. Donc c'est un peu spécifique et c'est pas facile, il ne faut pas se lancer. En tout cas, je vous invite à écouter le podcast de la semaine dernière où Fabien en parle et il le raconte, où il a fait une première opération en VIR il y a quelques années maintenant et c'était pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Par contre, même compliqué, ouais. Pour les commercialisateurs et les clients, c'est vraiment mieux. Ouais. C'est vraiment mieux. C'est plus facile à commercialiser. C'est plus facile à commercialiser parce que au final, tu as un vrai cadre juridique que t'as pas en marchand de biens classique. Donc là, tu as un vrai cadre juridique où au final, toutes les personnes y assimilent à de la VFA parce que t'as concrètement toutes les mêmes bases de sécurité. Pour le marchand, c'est super intéressant parce que vu que le prix du foncier est payé à l'acte authentique, souvent tu récupères 40 à 50% du montant de l'appartement directement, donc ça aide aussi au niveau des banques. Et derrière aussi, même pour l'agence immobilière ou la société de commercialisation, c'est beaucoup plus stable parce que t'es payé aussi à la réitération, alors qu'un marchand de biens, t'es payé à la livraison sinon. Oui. Et quand t'es payé à la livraison et que ton dossier, tu te le fais depuis 1 an et demi, c'est un peu plus long. Ouais, c'est un peu plus long, quoi. Donc dans la gestion de trésorerie, pareil. Donc au final, c'est une solution que, oui, il faut être très bien formé et être bien accompagné, mais t'as tous les interlocuteurs qui en ressortent gagnants, hein, vraiment. C'est quoi ton objectif avec ta boîte aujourd'hui ? Qu'est-ce que t'as envie de monter ? Où est-ce que t'as envie d'être ? J'ai envie de te dire où est-ce que tu as envie d'être sur plusieurs questions, sur la question géographique, sur la question financière et aussi sur la question en termes de nombre de personnes. Aujourd'hui, tu es seul dans ta boîte, tu as une volonté de recruter. Ouais, j'ai une volonté de recruter. Déjà, ça fait 7 ans que je travaille tout seul. Parce que même quand j'étais CGP, on avait le concept qui m'a fait tenir aussi, c'est qu'on n'était pas dans une agence physique. Donc, c'est-à-dire, moi, j'allais toujours chez les clients, je bossais de chez moi. Donc, c'était une première mini-aventure entrepreneuriale, si tu veux. Mais là, ça fait 7 ans que je suis tout seul. Et déjà, j'aimerais bien m'associer pour partager, au final, une belle aventure. Et je vois qu'au final, aussi, les quantités de travail s'accumulent et qu'il y a des choses que j'arrive plus à développer tout seul. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ce serait déjà de créer des pôles par secteur géographique. Donc, le pôle dans les Alpes, il est créé. Il a vocation à être développé. Donc, à la fois sur de la partie agence immobilière aussi, et aussi capter cette clientèle patrimoniale que je vais chercher via les différents réseaux pour pouvoir les accompagner directement avec des personnes sur le terrain. J'ai aussi volonté de me développer sur la Côte d'Azur par des magnifiques rencontres que j'ai fait ces derniers mois, toujours dans cette quête de réseau. Et je me suis rendu compte que j'avais pas mal d'appétence avec le secteur et aussi avec les personnes qui s'y trouvent. Donc j'aimerais bien aussi créer une petite antenne sur la Côte d'Azur, toujours
retravailler un petit peu avec les professionnels. Et moi, un peu chapeauter entre tout ça et surtout d'aller chercher ma grosse clientèle, notamment sur Paris, etc., pour pouvoir les diversifier sur les différents pôles. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a 3 grands pôles aujourd'hui dans l'immobilier au niveau de vraiment qui font des flux de richesse et des flux de projets. C'est la Côte d'Azur, les Alpes et la région parisienne. Donc le but, c'est d'être un petit peu présent par ça, partout, et de pouvoir différencier, enfin pouvoir un peu envoyer dans les différents pôles. Donc avoir un petit peu du monde de partout qui puisse s'occuper de ça, sans forcément partir sur des recrutements énormes, mais avoir des personnes de confiance qui puissent gérer un bon nombre de clients et tout le monde puisse en vivre, avoir une belle rémunération et surtout vivre une belle aventure. Ok, donc avoir finalement une belle croissance par rapport à ton activité, à ce que tu fais maintenant, dans un contexte et un marché économique immobilier très compliqué, toujours difficile. Tout à fait. Ouais, pareil, je monte une agence immobilière en septembre là, avec mon associé. Tout le monde nous dit, mais vous êtes des malades les gars, vous êtes des fous. Toi, on doit te dire pareil autour de toi, on doit te dire, oula, recruter, commencer à accélérer dans le marché actuel, compliqué aussi. Comment tu t'adaptes et quelle stratégie tu mets en place pour te dire, non, mais même dans ce marché-là, je vais y arriver à vivre et à vivre bien pour que dans un marché encore plus fluide, ça se passe très bien. Alors, je dirais double stratégie. Je vais pas dire quand même que dans ce marché actuel, il faut faire les Américains et commencer à se dire que parce qu'on est entrepreneur, qu'on a des belles idées, tout va être beau, rose. Donc, je pense que les problèmes que je peux rencontrer dans les Alpes, peu importe où je vais, je les rencontrerai aussi. Le marché est quand même compliqué. Donc, à la fois, je me dis que c'est le bon moment pour créer parce que quand ça va repartir, et ça repartira forcément, il faut déjà être prêt et pas être à ce moment-là dans l'action, il faut être dans l'anticipation bien avant. Par contre, je suis parfaitement conscient que si je prends des forces commerciales actuellement, c'est très risqué. Donc, je suis plutôt dans un principe là, tout préparer et quitte à être encore débordé pendant quelques mois, mais tout préparer moi et être sûr de ma trésorerie et être sûr que ça re-rentre, parce que les soucis que je t'ai dit il y a quelques mois, ils sont toujours en cours maintenant, en vase communicant, ils sont en avalanche où là j'ai un prévisionnel qui est magnifique jusqu'à fin décembre, mais sauf que tout est payé sous les prochains mois. Donc là je suis toujours dans cet aspect-là. Donc je suis à la fois, c'est frustrant parce que j'ai à la fois envie de me développer, mais à la fois, il faut que je fasse attention à mon dépense aussi. Donc, pour l'instant, je me développe tout seul, je monte tout seul, et puis le moment venu, après, si c'est recruter des forces commerciales, juste des forces commerciales, je pense que c'est des choses qui peuvent se faire assez rapidement, donc là, après, je peux switcher. Mais pour l'instant, je pense que d'ici la fin de l'année, je sais pas si je serai déjà dans le recrutement, mais déjà il faut tout que je mette en place pour quand ça repart. C'est la vision que tu as au moment où le marché pourra se stabiliser et repartir un peu plus. Ok, écoute, merci beaucoup Étienne. J'ai 2 dernières questions à te poser pour clôturer le podcast. La première, c'est est-ce que tu aurais un conseil à donner à un auditeur du podcast qui nous écoute aujourd'hui, un conseil qui toi t'a impacté dans ton aventure entrepreneuriale? Je dirais moi le conseil qui m'a le plus impacté et que j'utilise le plus au quotidien, c'est le pouvoir du réseau. Donc c'est cohérent par rapport à tout ce que tu nous as raconté. Voilà, c'est ça. Je pars pas du principe que je suis le plus intelligent, que je suis le plus brillant, que j'ai pas eu un parcours tu vois, dans l'entrepreneuriat, qu'ils allaient me pousser dans l'entrepreneuriat. Et en fait, tout ce qui a fait la réussite, c'est les rencontres que j'ai pu faire. Donc, aller chercher des rencontres et au maximum faire son réseau. Et je pense qu'un réseau a bien plus de valeur que n'importe quel chiffre d'affaires. Et un réseau, c'est éternel. C'est beau, magnifique. Où est-ce qu'on peut te contacter si on veut échanger avec toi sur tous les sujets qu'on a abordés dans le podcast? Les réseaux sociaux, je suis globalement un petit peu de partout. Allez, super, on le mettra en lien juste en dessous du podcast. Merci Étienne. Merci beaucoup Maxime pour l'invitation. J'espère que l'interview vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager, à commenter. Et on se retrouve mercredi prochain à 10h pour un nouvel épisode.